Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. Et puis j'ai eu cette illumination. Voilà, tout d'un coup c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nues, d'une effrayante et obscène nudité. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence est un fléchissement. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. Et moi, veule, alangui, obscène, digérant, ballottant de mornes pensées, moi aussi, j'étais de trop. Les arbres flottaient, un jaillissement vers le ciel, un affalement plutôt. À chaque instant, je m'attendais à voir les troncs se rider comme des verges lasses, se recroqueviller, échoir sur le sol en un tas noir et mou avec des plis. Ils n'avaient pas envie d'exister, seulement ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Voilà. Alors ils faisaient toute leur petite cuisine doucement, sans entrain. La sève montait lentement dans les vaisseaux, à contre-cœur, et les racines s'enfonçaient lentement dans la terre. Mais ils semblaient à chaque instant sur le point de tout planter là et de s'anéantir. Las et vieux, ils continuaient d'exister de mauvaise grâce, simplement parce qu'ils étaient trop faibles pour mourir, parce que la mort ne pouvait leur venir que de l'extérieur. Il n'y a que les airs de musique pour porter fièrement leur propre mort en soi comme une nécessité interne. Seulement ils n'existent pas. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. L'essentiel, c'est la contingence. Je veux dire que par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Tout est gratuit. Ce jardin, cette ville, et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Je me laissais aller sur le banc, étourdi, assommé par cette profusion d'êtres sans origine. Partout des éclosions, des épanouissements. Mes oreilles bourdonnaient d'existence. Ma chair elle-même palpitait et s'entr'ouvrait, s'abandonnait au bourgeonnement universel. C'était répugnant. La nausée décrit une expérience existentielle que vous avez vécue. Mais pourquoi vous avez dû passer par la fiction, au fond, pour en rendre compte? D'abord, parce que cette expérience n'est pas celle que j'ai décrite. Par exemple, on voit dans le roman La nausée un personnage qui a effectivement une certaine forme d'intuition qu'on pourrait même presque appeler pathologique, qui est la nausée, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit de ce qu'est l'être chez les créatures autour de lui. Mais je n'ai jamais eu à proprement parler cette nausée. C'est-à-dire que je la réclame quand même, mais beaucoup plus philosophique. C'était une certaine conception du monde en général et qui ne donnait pas lieu à des intuitions très particulières comme la racine d'un arbre dans un jardin. On pouvait en conclure que ça existait, qu'il y avait une manière d'être d'une racine, d'une fleur, d'un être, d'un homme, en tant qu'existant, qui était quelque chose que j'appelais la nausée. Il était de Troie, il était contingent, il ne pouvait pas se déduire d'autre chose. Il avait une certaine forme qui défiait même la description, puisqu'il échappait aux mots. Pour le rendre au lecteur, il fallait
donc donner une forme plus romanesque. Ce fut une aventure, donc, une espèce d'intuition voilée au départ, un peu déguisée, puis qui se montre peu à peu, puis qui se découvre comme un roman policier, si vous voulez. Avec à la fin, vous exposez qui est le coupable c'est la contingence, et je vais vous expliquer ça dans quelques pages consacrées à des objets dans un jardin. Mais ça représente donc la mise en forme d'une idée philosophique. Ainsi, la nausée n'a pas existé sous cette forme chez moi. Et voilà pourquoi j'ai dû la mettre sous une forme romanesque. Parce que si je n'avais pas rendu sous cette forme romanesque, l'idée n'était pas assez solide encore pour que j'en fasse un livre philosophique. C'était plutôt quelque chose d'assez vague, mais qui me tenait très fort à la peau. Et en revanche, il y avait une intuition dans la nausée que vous aviez certainement eue personnellement. Et c'est pas du tout comme la racine de l'arbre, c'est en face des gens, toute la scène du musée, ou bien la sortie de la messe à Bouville, ou alors ce sont les gens qui se chosifient en jouant un rôle. Ça aussi, c'est une nausée, c'est le rapport à l'autre et non plus le rapport à l'objet. C'est ça, c'est même, étant donné que la nausée doit être au fond leur expérience, une manière de la fuir pour se créer comme existant, comme un être en soi pour soi en même temps, c'est-à-dire un être qui existe et qui est. Et alors ils se donnent des droits, ils deviennent des salauds. Vous avez dit que l'expérience de Roquentin, vous ne l'aviez pas vécue. Mais moi, je me rappelle vous avoir vu d'abord devant des objets, en particulier une fois devant des algues qui battaient sur un rocher comme ça dans la flotte. Vous aviez le regard nettement nauséeux. Et vous l'aviez aussi de temps en temps devant la classe. Les jours où ça n'allait pas. Quand vos yeux ressemblaient à votre névrose se manifestait par la mauvaise humeur. Alors, ça glaçait, ça ne durait pas d'ailleurs, mais ça glaçait, ça durait un quart d'heure. Il se mangeait les ongles comme ça. Et de temps en temps, regardait la classe pendant un silence de 45 secondes et disait sur tous ces visages, pas une lueur d'intelligence. Alors ça jetait un froid absolument mortel. Cela dit, ça ne durait très peu. À ce moment-là, vous imaginiez, je pense, qu'il y avait un salut qui était dans l'œuvre d'art. Il y a eu deux temps, si vous voulez. Et la nausée, j'étais déjà à penser que l'œuvre d'art est imaginaire, mais elle était écrite à partir d'une théorie selon laquelle l'œuvre d'art était un fait réel et métaphysique qu'on créait, une essence nouvelle qu'on donnait au monde. Alors, quand Roquentin pense qu'il va être sauvé à la fin par l'œuvre d'art, il se fout dedans. Il va aller à Paris, puis il fera n'importe quoi, mais il ne sera pas sauvé. Mais je l'écrivais quand même en lui faisant croire, parce que ça avait été le départ, l'idée première de la chose. Et ce, vous avez raison, le problème était pour moi, au contraire, de comprendre ce que vous voulez dire, être dans l'imaginaire, c'est-à-dire faire une œuvre d'art. C'est un problème, alors, que j'ai traité dans l'imaginaire, mais parce qu'on m'a demandé de le traiter. C'est Grothen, qui était un philosophe allemand, mais qui vivait en France, qui m'a dit, mais il manque, le chapitre n'existait pas dans l'imaginaire, il manque un chapitre concernant l'art. Bon, alors, je l'ai fait, ce chapitre, vous l'avez vu. Et après, alors, longtemps, j'ai repensé à ça. Et si vous voulez, maintenant, dans Flaubert, c'est le vrai rapport de l'artiste avec l'imaginaire qui est l'œuvre d'art. C'est un des sens du livre de Flaubert. Dans Flaubert, il y a des phrases admirables sur le langage, en disant, par exemple, chaque mot renvoie à l'essentiel du langage. Et quand vous parlez du langage, vous postulez l'avenir, le progrès, la confiance dans les hommes, et vous dites que le silence est au contraire une attitude réactionnaire. En effet, le silence est réactionnaire en ce sens que c'est le refus de communiquer, c'est le désir d'être de pierre, d'être en soi pour soi, d'être l'être qui est comme ça, comme une statue assise sur la chaise et qui ne peut pas répondre parce que c'est le silence en lui. Mais un silence compact et plein de pierre, n'est-ce pas? Alors l'homme de pierre ne répond pas. Et le silence, c'est ça. Par exemple, un père qui ne répond pas à ses enfants, qui lui parle, c'est vraiment quelqu'un qui se pose comme père. Et le père n'a pas à répondre à ses enfants, il n'a qu'à formuler ses vœux ou ses désirs ou ses ordres. Alors c'est ça donc le silence, c'est cela. Et au contraire, la communication implique nécessairement vérité et progrès, comme vous dites. C'est l'ensemble. Et il est naturel de faire confiance au langage. Comme on dit, chaque personne est en elle-même, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un naïf, comme disait la nièce de Flaubert, sur Flaubert. Il est naturel d'être pris au langage, parce que le langage est porteur en soi de vérité. C'est pour ça qu'on peut mentir, d'ailleurs. C'est parce qu'on considère le langage comme porteur de vérité. Moi, il y a une question que je voudrais poser encore. Comment pensez-vous que vous auriez réagi si la nausée avait été définitivement refusée? Je ne sais pas, c'est très difficile de dire ce que c'est que d'être publié, d'ailleurs.
Parce que j'aurais pu aussi être publié et que personne n'en parle. Ça arrive, ça. Oui. Nous avons des amis à qui c'est arrivé, et puis des livres, et ils ne sont pas achetés ou on n'en parle pas. Et cela aussi, c'est attristant. Alors vous me direz pourquoi? Parce que, au fond, moi, en tout cas, certainement d'autres non, mais moi, je sors sûrement aussi. Nous écrivons pour les gens. Ce n'est pas que nous voulons leur apporter un bienfait, ce n'est pas que nous voulons leur révéler un secret, mais nous voulons communiquer avec eux. Pour nous, nos livres n'ont de valeur que dans la mesure où les autres les reprennent. Nous considérons depuis longtemps que la littérature, c'est un phénomène double, duel, comme on dit. C'est-à-dire auteur, qu'on appelle scripteur maintenant, et puis lecteur. Les deux réunis font l'œuvre, mais il faut que le lecteur la fasse.